Bonsoir, je m'appelle Louis Coulet, je suis développeur web indépendant et ce soir je vais vous présenter OAuth 2 qui est la contraction de Open Authorization dans sa version 2 et bientôt version 2.1. Alors sujet qui paraît au début peut-être un petit peu prise de tête et pourquoi je vous le présente, c'est parce que j'espère que ça vous sera utile. C'est un super protocole, on va le découvrir ensemble, on va creuser la spécification et on va aller jusqu'à l'implémentation d'un client OAuth 2. Alors, lisons la définition, je vous l'ai reformulée en français. OAuth 2, c'est un protocole qui permet un accès limité et sûr aux ressources d'un utilisateur par une application tiers. Sûreté au sens de la sécurité informatique. Alors, je prends tout de suite un exemple. J'ai dessiné les trois protagonistes à gauche. Le service, c'est lui qui héberge ou qui fournit les ressources protégées. Par exemple, on peut penser à un webmail, à Gmail, qui fournit un service de contact, de répertoire avec des adresses. Les ressources, donc ça va être les emails, ça va être les contacts, ça va être aussi des capacités, une capacité d'envoi d'email. Voilà pour le service. L'utilisateur, c'est une personne, c'est un utilisateur de ce service, comme vous et moi. Et l'application, c'est en tant que développeur, c'est ça que nous, on développe et on veut en fait accéder aux emails, aux contacts, à des choses qui appartiennent à l'utilisateur, mais qui sont hébergées par un autre service. C'est en ça que c'est une application tierce. Alors, classiquement, quand on n'a pas d'application tierce, on a juste un front-end et un back-end, les ressources protégées sont côté serveur, et le client, pour accéder aux ressources protégées, il fait une simple authentification auprès du serveur, on reçoit un cookie d'authentification et on l'envoie à chaque requête pour les ressources protégées. Tout se passe bien, c'est assez simple. Maintenant, comment faire pour introduire là-dedans une application tierce? Alors au début, on s'est dit, là j'ai pris, c'est une capture d'écran du site Coding Aurore, ça c'est le site web Yelp, qui est donc l'application tierce dans ce cas-là. Yelp veut accéder, veut vous montrer quand vous allez dessus, c'est un site web d'avis sur les restaurants. Il veut accéder, il veut savoir quels sont parmi vos contacts ceux qui sont déjà sur l'application. Donc pour savoir ça, il leur faut votre email et mot de passe Gmail par exemple. Donc ça pose de gros problèmes. Aujourd'hui, on ne fait plus comme ça, mais avant, c'était la seule façon de faire. Donc aujourd'hui, voilà, petit point sécurité, ne donnez pas ces informations-là à un site quelconque. Parce que justement, on a OAuth 2, ce protocole qui va nous permettre de faire autrement. Donc là, les failles de sécurité, les vulnérabilités, elles sont évidentes. Il faut que Yelp stocke en clair vos mots de passe. C'est assez catastrophique. De plus, il faut que Gmail autorise une authentification par mot de passe, puisque c'est comme ça que l'API fonctionne. L'accès, il est total. Une fois que Yelp a ces informations-là, ils peuvent accéder à toutes vos données. Donc l'accès, il n'est plus limité. Et la révocation est compliquée aussi. Pour révoquer l'accès à Yelp, à mes données Gmail, il faut que je change le mot de passe, donc je révoque l'accès à tout le monde. Alors arrive à notre secours, il y a une RFC, donc c'est un document de l'IETF, c'est-à-dire que c'est un standard du web, la RFC 6749, qui vient standardiser comment on va pouvoir faire, qui vient nous apporter une solution. Donc on va, comme je vous disais, on va descendre dans le niveau de détail de cette spec et on va aller jusqu'à implémenter un client. Alors elle commence cette spécification par définir un certain nombre de rôles. Alors c'est en anglais, donc pardonnez-moi les anglicismes ou les choses qui ne sont pas forcément traduites. Alors l'application, dans la spécification, s'appelle le client, puisqu'elle est le client du protocole, c'est elle qui demande le service, un service d'accès limité. L'utilisateur, il s'appelle le resource owner, c'est-à-dire le propriétaire de la ressource qui est hébergée par le service. Et le service lui-même, il est composé de deux éléments, un serveur d'autorisation et un serveur de ressources qui est vraiment lui qui fournit l'API et qui donne accès aux ressources protégées. Donc voilà, ces rôles, ils vont nous suivre. Il faut les garder en tête, je les ai gardés sur les slides suivants. Une fois qu'on a les rôles, maintenant, on attaque les processus. Donc là, on descend un niveau en dessous dans le détail. Ce protocole, il fonctionne avec ces 4 étapes-là. Première étape préalable, c'est l'enregistrement. J'enregistre mon client, donc l'application
du serveur d'autorisation. C'est-à-dire, par exemple, je suis développeur, j'enregistre Yelp auprès de Google, en leur disant je vais avoir besoin d'accéder au carnet d'adresses. Donc je vais définir les scopes, ce que je veux faire, qui je suis. En échange, je vais avoir des identifiants de clients, donc des identifiants d'applications que je garde bien de façon secrète. Après cette étape préalable, donc ça c'est une étape de revue, un peu comme quand on livre du code sur un App Store, c'est-à-dire il y a une revue humaine pour savoir que le code qui tourne c'est quelque chose de sûr. Alors ensuite on attaque vraiment les interactions entre les trois protagonistes. Première étape, on va demander l'autorisation à la personne, donc on fait intervenir là l'humain dans le protocole. Une fois qu'on aura reçu l'autorisation de l'utilisateur qui se matérialise sous la forme d'un grant, en anglais, on va pouvoir l'utiliser pour l'échanger auprès du serveur d'autorisation, l'échanger donc contre un access token, un jeton d'accès, qui est un petit morceau de données qui va être la clé qui va donner accès aux ressources sécurisées par la suite. Voilà donc les trois étapes. Donc ça c'est un exemple de l'étape numéro 1, c'est lorsqu'on demande l'autorisation à l'utilisateur un accès. Donc ici, c'est l'application, c'est CreaSquare. Petit instant publicité, c'est l'application que je suis en train de coder. CreaSquare, c'est une application de création et planification de contenu qu'on va publier sur un ensemble de plateformes de réseaux sociaux. Donc on utilise massivement O2 justement pour se connecter et envoyer sur toutes les plateformes, LinkedIn, YouTube, Facebook, dans toutes les directions. Donc là, l'application c'est CreaSquare. Cette page-là, on la voit, on est sur google.com. On est sur l'autorisation de serveur de Google. Donc là, je peux m'authentifier, je peux discuter avec Google. Je suis tranquille, je ne vois aucune information pour l'instant à CreaSquare. Et donc là, je demande à l'utilisateur qui est coucou@gmail accès à ses vidéos et à son compte YouTube. Moi, l'utilisateur, je dis OK, ensuite on continue. Vous avez déjà vu des formulaires comme ça, on en voit souvent. Là, par exemple, c'est l'application ici, c'est GitHub for VS Code. C'est une extension de VS Code, un éditeur de code, qui demande accès à mon compte GitHub. Pour pouvoir, un peu comme tu l'as montré tout à l'heure, poster directement depuis son IDE, faire des pull requests et des commits. Alors, bon, on a compris l'étape 0. L'étape 1, on a vu à quoi ça ressemblait. Maintenant, l'étape 2. Comment je vais recevoir, donc l'utilisateur a accepté de donner accès à ces données. Comment, maintenant, je vais pouvoir obtenir le jeton d'accès? Alors pour ça, il y a plusieurs modalités qui sont définies dans la spécification. Ça se complexifie un petit peu. Alors, ces modalités, elles vont dépendre du type d'application que je veux connecter. Alors, je ne vous l'ai pas dit, mais le type d'application, ça marche pour tout. Des applications web, mais aussi des applications natives, mobiles, desktop, et même ce qu'ils appellent device, c'est-à-dire des objets connectés. Et alors, en fonction du type d'application, on va utiliser différentes modalités. Alors, il y a la spécification 2 points qui est en cours d'écriture, qui vient à notre secours parce qu'elle en élimine plusieurs. Ceux qui sont barrés disparaissent de la nouvelle version. Et vraiment, la modalité qui est importante, le grand type qui est important, c'est Authorization Code. With Pixie, maintenant, ça c'est une petite extension dont on ne parlera pas ce soir. Mais si on comprend Authorization Code, on aura bien un bon aperçu de comment fonctionne ce protocole. Alors, voilà le schéma fourni par la RFC, par la spécification. On voit que ce protocole est basé sur le User Agent. C'est comme ça qu'il nomme le navigateur. En fait, c'est un logiciel que possède l'utilisateur qui a un certain nombre de capacités pour eux. Redirection, communication chiffrée. C'est ça qu'on va utiliser. Et gestion des cookies aussi. Donc je voulais un petit peu simplifier ce schéma. Sur la prochaine page, je vous ai fait c'est un diagramme flow en UML. Donc le temps s'écoule du bas vers le haut. On voit nos donc 3 protagonistes, plus inséré au milieu le user agent, le navigateur. Donc premier protagoniste, l'utilisateur, user agent, on voit les navigateurs, le client, 2 exemples, CreaSquare dont j'ai parlé, ainsi que Yelp. Et ici, Authorization Server, des 2 services, donc LinkedIn et Gmail par exemple. Alors comment ces 4-là discutent ensemble?
Alors là, voilà, là je vous demande le maximum de concentration, c'est la partie la plus difficile. Je vais vous la détailler. C'est parce qu'en fait, ce protocole, comme il le dit, il orchestre l'interaction entre ces différentes personnes jusqu'à aboutir. À la fin, le but du jeu, c'est d'avoir voilà, l'access token, cette petite clé rose. C'est plus simple que ça ne paraît. Au début, l'utilisateur, il navigue sur CreaSquare, par exemple. Donc c'est le point bleu là-haut. Dans son navigateur, il affiche CreaSquare. Là-dessus, il demande je voudrais connecter mon compte LinkedIn. Donc il envoie au client une demande de connexion LinkedIn. Nous, là, le client, on est développeur, donc on développe le client, on envoie au navigateur une URL qui pointe vers le serveur d'autorisation. Donc on repasse par le user agent, c'est une réponse HTTP 302, donc une redirection simple, qui redirige l'utilisateur chez LinkedIn, où là il peut de manière sûre donner son mot de passe. Voilà. À partir de là, donc, c'est ici. Ici, donc, dans le user agent est affiché ce qu'a fourni le serveur d'autorisation de LinkedIn. C'est la page que je vous ai montrée tout à l'heure avec Google ou GitHub. Donc là, le ressource owner donne autorisation. Elle arrive dans le serveur d'autorisation qui nous envoie un code. C'est pour ça que cette modalité s'appelle Authorization Code. Cette petite clé qui est un code temporaire qu'on va pouvoir utiliser rapidement. Donc là, on reçoit le code, ici. Ça passe par une redirection encore. On reçoit le code chez nous. Et ce code-là, on va l'échanger donc sur une deuxième terminaison du serveur d'autorisation. On va l'échanger contre l'access token. Et là, c'est bon. Avec ça, maintenant, on peut faire des requêtes pour avoir des ressources protégées, pour accéder aux ressources protégées. Alors, au tout début, quand on a initié là, la première flèche, on a listé, donc on a indiqué au serveur d'autorisation qui nous étions, donc notre application, CreaSquare, et on lui a indiqué quel périmètre, à quelle ressource on voulait accéder. Donc on a un accès qui est limité, qui est lié, donc qui est dans notre jeton d'accès, dans notre access token, il est limité en temps. Donc il a une durée de validité et en périmètre, il a des scopes. Voilà, je vais passer un petit quelque chose. Voilà, c'est un petit résumé pour vous dire que le puzzle est complet et que je vous remercie vraiment pour votre concentration sur la slide précédente. Un tout petit point supplémentaire qui est nécessaire parce que c'est pour la sécurité. Il va falloir qu'on se protège contre les attaques type CSRF, donc Cross-Site Request Forgery. C'est-à-dire qu'on a plusieurs jambes, ils appellent ça, plusieurs étapes. Et il faut absolument que ces deux étapes, l'étape A et l'étape C, se produisent dans le même navigateur. Et pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va stocker de l'entropie dans un cookie, là-haut, dans l'étape A. Et on va le renvoyer, ce cookie, à l'étape C. Et donc on le renvoie chez nous, et c'est à nous de le vérifier. Or, ce cookie contient un état, une entropie, qui nous est renvoyée aussi par le serveur d'autorisation. Donc ça permet de recoller les deux choses là. Ça, c'est un détail, mais important, c'est pour ça que je le mentionne. Alors, une citation de Linus Torvalds que j'aime bien me rappeler de temps en temps. Talk is cheap, show me the code. Donc c'est l'heure de sortir le code. Je l'ai tout mis sur mon GitHub. Vous pouvez le retrouver là si vous en avez besoin par la suite. Micro-coup, starter au hot. Alors pour ce qu'on va coder ensemble, enfin on va regarder ce que je vous ai fait ce matin. C'est une application web qui veut accéder à mon compte LinkedIn. Donc une application web avec front et back. Alors ici, ça c'est le front. Il n'est pas très très riche, hein, mais donc il y a un titre. Il y a une balise A qui va permettre d'indiquer à mon serveur que je veux connecter mon compte, et un bouton qui va initier la demande d'accès à une ressource sécurisée, user info chez LinkedIn, mon nom et mon prénom. Alors ça c'est le serveur. C'est un serveur Node.js, donc un petit serveur Express. Ça, c'est la mise en place.
rien de particulier à dire, si ce n'est aussi la configuration dont j'ai besoin, simplement mes identifiants de clients auprès du serveur d'autorisation, et puis redirect URI qui va permettre de dire où se passe la deuxième jambe au serveur d'autorisation. Donc nous, là, on va se concentrer sur les routes. On a un certain nombre on a 3 routes à implémenter. Première route, donc c'est celle l'utilisateur arrive quand il clique sur le bouton sur le lien sur le front, Connect. Donc là, la responsabilité de cette route-là, elle est unique, c'est de rediriger l'utilisateur, le navigateur de l'utilisateur, vers le serveur d'autorisation, dont on a l'adresse là-haut. On lui passe un certain nombre de paramètres. Donc, qui est l'application, vers où il va falloir qu'il revienne, le type de modalité, authorization code, et les accès qu'on lui demande. Et là, il y a le cookie dont je vous parlais tout à l'heure de protection CSRF. Alors, ce qui se passe, l'utilisateur il est dirigé, qu'est-ce qu'il voit? Il arrive sur le serveur d'autorisation de LinkedIn. Première étape, authentification. Donc là, je peux y aller, je peux mettre mes identifiants. Deuxième étape, le serveur d'autorisation me dit alors on a cette application qui veut accéder à votre profil à telle et telle chose, qui veut pouvoir faire telle et telle chose. J'accepte ou je refuse. Puis ensuite, je suis redirigé vers mon client, vers l'application que nous sommes en train de développer. Donc là, on va coder le point de terminaison où arrive cette redirection. Je l'ai appelé callback, on peut l'appeler comme on veut, puisque on a vu que c'était un paramètre que nous passions dans la première jambe. Alors, on commence par vérifier le state, comme tout à l'heure, protection CSRF. On vérifie que ce que nous a renvoyé le navigateur, parce qu'on est repassé par le navigateur du client, et c'est la même chose que ce que nous envoie le serveur d'autorisation. Ça nous permet de savoir qu'on est à peu près safe. Et là, on va faire une requête HTTP, encore vers le serveur d'autorisation, mais cette fois pour échanger le code contre un jeton d'accès, contre un access token. Donc cette fois, je lui donne mon client secret, c'est-à-dire mes identifiants d'application auprès de l'entreprise, auprès de LinkedIn. Là. Et on reçoit token data. Le token, il est là-dedans. Il faut maintenant le stocker en base de données, comme il faut. Et on peut renvoyer au client Connected Successfully. Le client, il voit ça sur son Connected Successfully en front. Et en back, nous, on a reçu un objet qui contient notamment un access token avec une liste de scopes. Voilà, donc c'est super. On a presque terminé puisqu'il reste un point de terminaison. Maintenant, c'est l'utilisation de cet access token pour accéder à une ressource protégée. Donc on a vu c'était le bouton sur lequel l'utilisateur cliquait, il arrive sur ce point de terminaison, et là on va pouvoir faire une requête sur l'API LinkedIn cette fois, donc c'est plus le serveur d'autorisation, là c'est le serveur de ressources. On passe dans le header HTTP le access token, qui correspond à l'utilisateur, et puis on reçoit nos informations. Le contrat est rempli. Voilà, en front, j'ai accès maintenant à ces ressources protégées. Donc on a bien vu toutes ces étapes. Modalité Authorization Code, qui est vraiment le socle, le cœur de ce protocole. J'espère que ça n'a pas été trop vite. Alors, mention nécessaire. Parmi les extensions importantes, il y a PKCE, que les Anglais appellent PXE, qui permet de faire ça, mais avec des applications qui ne sont pas capables de stocker un secret, donc des applications natives, des applications mobiles, ou des applications, ce qu'on appelle la Jamstack, qui tourne uniquement dans le navigateur. OpenID Connect, qui est une petite surcouche qui permet de faire de ce protocole d'autorisation, d'en faire un protocole d'authentification, puisqu'on va demander un scope qui va donner des informations identifiantes. Attention à la sécurité, il y a beaucoup de questions à ce sujet-là, puisque c'est un sujet sensible. Il faut faire attention à comment on implémente. Et il existe des fournisseurs, si jamais vous voulez... Bon, l'implémenter côté client, on l'a fait ensemble, c'est tout à fait jouable. Côté serveur, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Alors, voilà. Il existe des fournisseurs qui permettent d'implémenter ça et de fournir un API sûr. Et là, la conclusion.
j'espère que comment vous avez été séduit par la réponse apportée par ce protocole qui répond à un problème qui existait de façon sûre, relativement facile d'emploi. Et j'espère que ça vous donnera des idées pour connecter vos applications dans le futur. Parce qu'on peut connecter vraiment tout type d'applications, on peut faire plein de choses maintenant et ça, c'est vraiment chouette. Voilà pour moi. Merci. Y a-t-il des questions? Du coup, une question. Concernant le token, c'est quoi sa durée de vie? Alors ça, c'est pas spécifié. Et ça fait partie des... Ce protocole, il est critiqué pour pas spécifier suffisamment. Il laisse beaucoup de choses au niveau de l'implémentation. Ça varie tout le temps, en fait. Il y a plein de choses. Il y en a qui sont courts, de l'ordre d'une journée. Il y en a qui durent 3 mois. Il y en a qui durent 1 an. Mais souvent, en fait, le jeton d'accès, il est couplé à un jeton de rafraîchissement qui, lui, a une durée de vie plus longue. Donc un jeton d'accès, il va avoir par exemple 30 jours, mais un jeton de refresh, il va avoir 1 an. Et avec le jeton de refresh, on peut l'échanger pour un nouveau jeton d'accès. Voilà. Merci. Alors, si j'ai bien compris, à un moment, il y a bien des jetons qui sont stockés du côté client. Et il n'y a aucun risque, si jamais un programme malveillant du côté client, qui vienne voler les tokens. Alors, côté client, tu as raison, c'est là que nous stockons le jeton d'accès au final. Client, par là, client, c'est pas comme quand on parle d'une application client-serveur. Là, le client, c'est mon serveur. Effectivement, si mon serveur est corrompu, il stocke des jetons d'accès. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, le service cible, il va pouvoir bloquer certains jetons d'accès. Seuls ceux qu'il m'a fournis moi, pas ceux de tous. Mais effectivement, on stocke des jetons d'accès qui sont des jetons au porteur, donc celui qui les a, il a accès aux ressources protégées pour un utilisateur et sur un scope limité, mais effectivement, c'est une ressource sensible. Merci. Merci.